De retour dans l'Africaine, nous avons notre invité Flavien Inongwe, enseignant, chercheur, conseiller spécial du président gabonais Ali Bongo est toujours avec nous. Puis il est accompagné de nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo et Daouda Tal. Et puis on va parler politique et puis élection présidentielle encore avec cette élection qui se profile au Congo. Congo et Brazzaville, 9 candidats dont une femme sont lancés dans la course à la présidentielle. Parmi eux, le président candidat à sa propre succession, Denis Sassou Nguesso, qui bat actuellement campagne. Il a profité de cette occasion pour dévoiler son projet de société. Il nous est raconté par notre correspondant au Congo, Jacques Amboka. Troisième jour de campagne du président sortant candidat à sa propre succession. Denis Sassou Nguesso a battu campagne ce lundi 7 mars 2016 dans le département de la Likwala. Le candidat président a tenu 3 meetings dans la préfecture d'Imfondo et aux sous-préfectures de Betou et d'Enyele. Partout où est passé le candidat Denis Sassou Nguesso, des milliers de ses sympathisants sont venus lui exprimer leur soutien tout en espérant que les besoins de la communauté trouveront des réponses une fois leur candidat élu. Moi, je suis un agriculteur. Notre besoin, c'est d'abord celui de la route. Nous cultivons les champs, mais il nous est difficile d'évacuer nos produits vers les centres de vente. En plus, nous rencontrons trop de difficultés pour nous approvisionner en eau potable. Les sources d'eau sont très éloignées. Nous demandons qu'on nous installe des robinets. Après avoir dressé le bilan de ses réalisations dans cette localité, le président sortant Denis Sassou Nguesso s'est dit sensible aux doléances des populations. Vous exprimez vos besoins relatifs aux routes. Vous avez raison. Je suis passé avec l'hélicoptère et j'ai vu que pendant la saison sèche, les bateaux ne peuvent plus passer. Raison pour laquelle nous avons jugé bon de construire une route de Wesso via Enyele en passant par Betou jusqu'à Bangui. Élire leur candidat dès le premier tour, c'est l'objectif des sympathisants de Sassou Nguesso qui s'expriment par des chants et des banderoles. On pouvait ainsi entendre des chants comme Sassou 100%, Sassou Vandana et Bonga, comme pour dire reste au pouvoir. Au 4e jour de sa campagne, ce mardi 8 mars, Denis Sassou Nguesso poursuivra sa campagne dans les autres sous-préfectures de la Likwala. Je vais citer les propos du président Denis Sassou Nguesso. Le 20 mars, ce sera un pénalty tiré et marqué. Et puis, c'est la victoire. Manifestement, le président candidat à sa propre succession est assuré de le remporter dès le premier tour. Daouda, est-ce que c'est un scénario qui pourrait être possible dans quelques jours au Congo ? Le coup du penalty, non, c'est pas possible. Par contre, la victoire, oui. Mais après, c'est plus compliqué parce que je pense que si c'était que ça, beaucoup seraient déjà présidents. Mais le président de Denis Sassou Nguesso a quand même les avantages. On l'a déjà évoqué, c'est un vieux routier de la politique congolaise. Il est bien assis sur son fauteuil. Il a de l'électorat qu'il soutient aussi. Et puis, face à une opposition qui est quand même émiettée. Donc, si on prend Mabiala, par exemple, il est aussi habitué aux joutes électorales. Aujourd'hui, on a une nouvelle donne qui est le général Mokoko. Bon, peut-être que le visage de cette élection va changer un petit peu par rapport à la précédente, mais bon, force est de constater que si on est objectif, il a quand même une longueur d'avance sur ses adversaires. Monsieur Inongwe, le président Denis Sassou Nguesso a donc présenté son nouveau projet de société dénommé la marche vers le développement qui doit mettre l'accent sur 3 secteurs principalement, l'agriculture, le social et l'emploi des jeunes. Comment appréciez-vous cette ébauche de projet de société ? Bon, c'est déjà une bonne chose que lorsqu'on va solliciter le suffrage des électeurs, qu'on puisse y aller avec quelque chose. C'est ce qu'on appelle techniquement l'offre politique. Et ce qui a fait souvent défaut. On va me dire, oui, mais Flavien Inongwe, vous parlez là de quelqu'un qui est au pouvoir depuis longtemps. Donc, forcément, il a la technicité, les équipes nécessaires pour mettre en place et l'expérience pour mettre en place un projet politique. Mais qu'aurait-on dit s'il s'était présenté simplement en disant, oui, votez Denis Sassou Nguesso. Donc, c'est une bonne chose qu'il ait proposé un programme politique. Quitte à ses adversaires de présenter des offres alternatives. C'est ça qu'on attend d'une opposition. Sauf que, lorsque l'on regarde, c'est toujours le discours des récriminations contre. Le peuple ne veut plus de Cécile. Mais qui vous a dit? Le peuple, voilà pourquoi en sciences politiques, on appelle ça un concept mou. Parce que tout le monde s'en réclame et on ne sait plus réellement qu'est-ce que cela signifie. Il n'y a plus de contenu. Et on va solliciter les suffrages des électeurs sans dire aux électeurs que si nous arrivons au pouvoir,
voilà au préalable les termes du contrat de confiance, parce que c'est ça, en réalité, le programme politique, pour établir un contrat de confiance. Jean-Marie, très très rapidement, est-ce que Mokoko est l'homme qui pourrait faire trembler dans les urnes le président Denis Sassou Nguesso? C'est fort possible, tout simplement. Pourquoi? Parce que quand vous regardez les forces politiques en présence, Sadio Mokoko, c'est quelqu'un qui sort du sérail. Et vous avez en face, si vous voulez, un gouvernement avec lequel il a collaboré pendant X temps. Donc je pense quand même que c'est quelqu'un qui connaît les forces et les faiblesses de l'adversaire qui est en face. C'est-à-dire l'offre politique qui est en face, comme le disait notre invité tout à l'heure, c'est une offre politique qui est déjà identifiée. Et cette offre politique-là, malgré tous les progrès dont nous parlons sur ce plateau, si vous voulez, concernant le président Sassou Nguesso, toutes ces dernières années-ci, vous avez quand même un risque qui est celui-là, que vous avez en face un candidat qui maîtrise relativement très bien le système. Mais par contre, j'ajouterais une chose par rapport à ce que notre invité disait tout à l'heure. Il y a une offre politique, mais cette offre politique-là, encore, faudrait-il qu'elle fonctionne dans une transparence totale vis-à-vis de tous les partis politiques. Et c'est ce que nous réclamons tout le temps. Et nous savons très bien en Afrique que ce n'est pas le cas. Pays le plus peuplé d'Afrique, mais également première puissance économique du continent. Il s'agit bien évidemment du Nigeria. Le pays doit toujours faire face à une insuffisance des capacités de production, de transport et de distribution d'électricité, dont la moitié est d'ailleurs perdue en raison de vols et de pertes techniques. Jusqu'ici, les financements dans le secteur se sont avérés insuffisants et peu cohérents. Et à cela s'ajoute une hausse des tarifs qui suscite de plus en plus de colère à travers le pays. C'est un sujet qui nous a été préparé par Deo Gracias Kpodo. Première puissance économique du continent, le Nigeria continue de faire face au défi de l'autosuffisance en matière d'énergie électrique. Entre autres solutions, l'État collabore avec des entreprises privées qui proposent aux consommateurs soit des panneaux solaires, des générateurs alimentés au diesel ou encore des compteurs prépayés. Des solutions bénéfiques pour certains, mais encore insuffisantes pour résoudre les difficultés quotidiennes de la plupart des Nigériens. La hausse actuelle des tarifs d'électricité que nous subissons n'est pas seulement scandaleuse. Il fallait s'y attendre, vu nos défis économiques. Mais le constat est aussi qu'il y a une mauvaise distribution. Les compteurs prépayés sont fournis en fonction du rang social. La population est fatiguée de supporter en plus de constantes hausses des prix. C'est scandaleux. Durant les 20 dernières années, les autorités nigériennes ont investi près de 40 milliards de dollars pour pallier le déficit énergétique du pays. Mais les résultats semblent en deçà des attentes. Certains pointent du doigt la corruption et la mauvaise gestion des ressources financières. Pour d'autres, il faudrait investir davantage dans la mise en place d'infrastructures pour mieux gérer la quantité d'énergie produite. La vérité, c'est que le secteur de l'énergie s'effondre. Il nécessite beaucoup d'investissements et si justement les tarifs ne sont pas revus, il n'y aura plus d'investissement. La réalité, c'est que les Nigérians payent moins que ce que l'État dépense pour le service fourni. Il y a effectivement beaucoup de problèmes. On entend souvent « donnez-nous des compteurs prépayés afin que nous puissions payer ce que nous avons effectivement consommé », ce qui est logique. Malheureusement, les compteurs prépayés ne sont pas disponibles pour tous. D'après les estimations, si le Nigeria parvenait à résoudre son déficit énergétique, le pays pourrait augmenter son produit intérieur brut d'au moins 3% chaque année. Selon certains experts, le Nigeria dispose d'un potentiel important pour attirer des dizaines de milliards de dollars d'investissement dans le secteur de l'électricité, étant donné l'énorme demande non satisfaite par l'industrie. Monsieur Enongue, le Nigeria a tout intérêt à régler ce problème au plus vite car le déficit énergétique qu'il subit nuit considérablement à son développement économique mais aussi au développement social. Le Nigeria comme nous tous, parce que la problématique de l'accès à l'énergie est une problématique à résoudre pour tous les pays en développement. C'est la condition essentielle pour le développement parce que pour faire fonctionner les usines, il faudrait avoir de l'énergie. Donc, ce qui se pose là, et je dis aussi que c'est aussi, ça s'applique partout, y compris d'ailleurs au Gabon, c'est le problème structurel de comment programmer le développement. Or, dans un certain nombre de secteurs, nous ne savons même pas, demain et après-demain, dans 5 ans ou 10 ans, quel est le côté de la ville qui va avoir plus d'implantation en termes de population pour programmer les investissements nécessaires afin d'y implanter des centrales, et ainsi de suite. Donc, et ce qui rend la chose plus
spectaculaire pour le Nigeria, c'est en fait la dimension du pays, donc le nombre de personnes. Mais ce qui est vécu au Nigeria est quand même, à peu de choses près, le lot commun de la plupart de nos États. Les coupures d'électricité sont un peu le lot quotidien des Africains. Et il faudra investir. Et là aussi, c'est là où les projets d'intégration valent. Parce que des études ont montré que si on mettait nos moyens ensemble, des centrales comme Inga peuvent permettre de produire de l'électricité pour un bon nombre d'États. Monsieur Enongwe, merci d'avoir participé à cette émission. Et merci à vous également, messieurs. Daouda, merci pour votre participation. Merci pour votre accueil. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci à vous, Jean-Marie. Bonsoir Mireille, bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission, mais l'Africa Newsroom, ce n'est jamais fini. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, toujours consacrée au Gabon. À très vite.